Salut tout le monde, bienvenue à un épisode de l'Update. Je me présente, je m'appelle Virginie Lavoie et je suis directrice marketing de ThirdBridge. ThirdBridge, on est une agence montréalaise qui fait du développement logiciel, mais on se spécialise dans le développement d'applications mobiles ainsi que l'expérience utilisateur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Pierre-Étienne et moi, on a eu l'opportunité d'échanger avec Pablo Stevenson, qui est le CEO de l'application Teddy. Teddy, c'est une application qui vient totalement révolutionner les avantages sociaux au sein des entreprises. Ça fait plusieurs années que ThirdBridge l'utilise, donc on était super excités d'échanger avec lui sur tout ce qui est le développement et l'idée derrière cette plateforme-là. Je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Bon épisode! Pablo, bienvenue à l'Update. Merci. Tu es le CEO de Teddy et là aujourd'hui à la co-animation, on a Pierre-Étienne. Pierre-Étienne et moi, nous sommes très familiers avec la plateforme Teddy. On est des fans des ambassadeurs, des bons utilisateurs. 100%. Plus que ça, comment? Oui, je sais, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes des vrais fans. On est des fans, on est des utilisateurs. Puis on l'a adopté, ça fait plusieurs années déjà, là, j'ai envie de dire plus que 3 ans. Ça se peut-tu, dans les débuts? Vous êtes dans les premiers. Je pense dans les top 20, premiers 20 clients, d'après moi. Fait que Early Adopters, vraiment. Une fois que Paul Arcand en a parlé. Ah, ben c'était vraiment dans le top. C'est vrai? Ça vient de là? Ouais. Paul Arcand en a parlé. Qu'est-ce que Paul avait à dire? C'est Alex qui a entendu ça de Paul Arcand. Je pense qu'il y avait un sondage, pas un sondage, mais il y avait un truc, un topo sur les avantages sociaux parce qu'il y a, tu sais, dans le cœur de la pandémie, tout le monde tripait avec des avantages que les entreprises offraient. Tout compris. Oui. C'est ça. Puis, des fois, c'était dans un angle un petit peu plus journalistique de on va bâcher, là, le fait que les Gen Z et les milléniaux ont des avantages incroyables. Genre, là, c'est quoi, là, ça va finir où les chalets, les ci, les ça. Il y a même une application que. Ah ouais, fait que dans la lancée de un peu bâcher ce mouvement-là. Moins Paul Arcand, mais après ça, il y a un spin avec d'autres radios, puis tu sais, d'autres émissions dans cet univers-là. Puis c'était des fois, ouais, mais là, ça va finir où? Nous autres, regarde, nous autres, on est une plateforme, là. C'est de part ici des entreprises, c'est eux-mêmes qui le font. Là. Mais ça a marché. Fait que la pub de Paul? Oui, ça nous a vraiment boosté pour de vrai. Il y a un impact direct. Moi qui est un gars de médias numériques, vraiment, puis j'ai vu comment que les médias traditionnels, influents, peut avoir un impact sur une marque. Fait que c'était super bon. Puis nous, c'était le prime time, là, comme on avait un pain point, Teddy est venu, puis il l'a réglé. Puis on était comme, go, 100%. Parfait. Quel était le pain point? Gérer le budget. Nous, c'était à ce moment-là, c'était allocation bureau à la maison. Fait que c'était pandémie. Oui. On avait comme je sais n'importe quoi, là, un 200$ pour chaque membre de l'équipe pour se faire un meilleur setup à la maison. Fait qu'une nouvelle chaise, un nouveau bureau, un nouveau headset, peu importe. Puis là, c'était les factures qui rentraient, mon ami. C'était chiant. Puis là, c'était comme, OK, non, mais là, toi, tu veux la chaise un peu plus chère. Puis là, tu vas payer la différence. Puis la balance, c'était juste comme un tas de marde. Puis quand on a commencé à tester Teddy, ben, c'était tout centralisé. Fait que ça a vraiment juste, côté finance, ça a juste vraiment allégé un peu cette structure-là. Qui devenait de plus en plus complexe. Puis ça l'a même, en tout cas, puis on pourra en parler un peu plus en détail plus tard, là, mais ça l'a même ouvert les horizons de, OK, ben une fois que tu investis 200$ dans ton bureau ou 500$ dans ton bureau, qu'est-ce que tu fais après? Comme, as-tu besoin de réinvestir 500$ chaque année? Non. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'allocation? On le repartage. Exactement ça. Fait que, on va pouvoir revenir à Teddy parce que je me lance. C'est vraiment ça le but de l'épisode. Mais avant qu'on commence, Pablo, j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte sur qui tu es, ton background, comment tu t'es retrouvé, où est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que moi, mon parcours a toujours été entrepreneurial, comme beaucoup de personnes que j'imagine que vous rencontrez ici, tu sais, des entrepreneurs en série. Je suis un entrepreneur en série qui a beaucoup parti de choses, mais j'ai eu une gig qui a vraiment duré longtemps. Puis c'était une agence numérique que j'ai eue qui s'appelait RESAC, qui a eu à peu près 17 ans, 18 ans, j'étais à la tête de l'agence, une quarantaine d'employés, des clients partout au Canada, même aux États-Unis, qu'on a commencé à avoir un peu partout. Cette agence-là, donc j'étais à la barre de cette agence-là de manière très active, en rôle de CEO. J'ai travaillé avec énormément de personnes qui se sont placées aujourd'hui dans de belles entreprises. Fait qu'on a été là, à la barre de ça, puis ça l'a terminé avec une acquisition, donc la firme Léger, qu'on connaît au niveau de la recherche, sondage et compagnie, a fait de l'acquisition de mon agence en 2019, si je ne me trompe pas. OK. 2022, excusez-moi, 2022. Ouais, 2022. Fait que là, ton entreprise s'est fait acheter par Léger. Ouais.
À quel moment les discussions ont commencé avec Teddy? Pourquoi tu as choisi de rejoindre Teddy? Fait que juste avant l'acquisition, on était encore dans le cœur de la pandémie, puis il est arrivé, il y a eu un problème principal. Donc moi, comme une entreprise qui a du grand souci au niveau de la culture d'entreprise, on veut donner, on s'en est parlé juste avant le podcast, on avait un super beau bureau dans le Myland, des chiens, des tables de baby-foot, amener de la bouffe, tout. C'était vraiment cool où est-ce qu'on était. Moi, j'aimais ça venir au bureau. Les employés aussi aimaient beaucoup venir au bureau. C'était vraiment notre crash pad. Puis il est arrivé quelque chose, c'est que j'ai eu une augmentation des mes avantages sociaux, de tout ce qu'on appelle au Québec, les assurances collectives, avaient augmenté d'à peu près 35 %. Ouch. Fait que là, j'ai rentré dans le rabbit hole de dire pourquoi ça augmente de 35 %. Fait que là, on a commencé, je regarde ma feuille je contacte mon courtier, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit on prévoit que tu vas peut-être avoir des gens qui vont peut-être avoir des familles, qui vont voir ci, il y a des calculs qui sont dans un black box que je connais pas trop, qui font en sorte que le coût va augmenter sans nécessairement. Il y a une raison pour que au niveau des actuaires, fait du sens, mais pour moi, c'était tant qu'à ça, je vais donner cet argent-là directement à mes employés. Fait que c'est là que ça a commencé à penser. Il n'y a pas eu d'abus non plus, il n'y a pas eu rien dans ton équipe. Exactement. C'est juste, boum. Exactement. Ça devenait prohibitif. Puis il y a comme une curve que nous, on identifie beaucoup maintenant avec les clients qu'on a. Puis j'anticipe un peu sur où est-ce qu'on va s'en aller, mais il y a un coût que tu payes avec tes assurances collectives qui ne fait qu'augmenter à chaque année, puis une flexibilité à chaque année qui va descendre. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop cher, tu te dis, il faut que j'aille chercher quelque chose d'autre de moins coûteux. Puis le coût de ça, c'est moins de flexibilité, plus de rigidité, mais c'est toujours ça. Fait qu'il y a comme un point d'inflexion, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Fait que moi, si tu arrivé à ce point d'inflexion-là, ça n'a pas de sens, que ça me coûte autant aussi cher, je vais donner de l'argent directement à mes gens, puis ça a commencé de même. Puis comme vous l'avez dit, tu l'as dit tantôt, de votre côté, on l'a fait de manuel au début. Là. Fait que le monde ramenait des factures. C'était un bordel, c'était un enfer. Ça me prenait tellement de temps. Puis ça a commencé à faire, on va faire une petite automatisation qui va permettre de le faire et ainsi de suite. Fait que, puis là, c'était toi, puis des gens que tu connaissais, des membres de ton équipe, de ton entreprise. C'était qui un peu? C'était quoi un peu le... Fait que Sydney, mon partenaire, et Jean-François, mon autre partenaire, on est 3 au total. Eux, ils travaillaient avec moi. En fait, c'était mes employés à l'origine. Puis à un moment donné, j'ai toujours adoré travailler avec Sydney puis Jean-François. Il y avait deux missions différentes dans l'entreprise. On avait une autre branche aussi avec une autre start-up dans le temps aussi. Puis les autres, ils travaillaient pas mal impliqués à ce niveau-là. Puis on était... il y a quelque chose que je sens, on en parle, puis tous ces gens, Jean-François et Sydney, ont un très bon œil entrepreneurial pour dire mais tellement, let's go, on en parle. Puis on a commencé à en discuter, parler, comment ça pouvait se monter, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait disrupt, puis c'est devenu un petit projet qui est devenu beaucoup plus grand par la suite. Très cool. Puis, est-ce que Sydney et Jean-François, c'est des gens qui avaient un background plus technique? Parce que, oui, vous êtes issus du milieu du numérique, mais après ça, bâtir cette plateforme-là, vous l'avez fait les 3 ensemble? Donc, au niveau, si on parle du développement de la plateforme, puis on peut en parler immédiatement, puis parce que c'est une des questions que vous avez vues l'autre fois, mais c'était un défi pour de vrai. Moi, je n'ai pas un background technique. Je me débrouille avec tout ce qui est le numérique. À force de travailler là-dedans pendant 17 ans, je sais qu'est-ce qu'un dev fait, je sais qu'est-ce qu'un front, un back, etc. Je sais c'est quoi les rôles spécifiques. Je sais coder un minimum là-dedans, mais pas assez pour développer une application complexe. Jean-François a plus un rôle vraiment au niveau vente-revenu. Ça, c'est vraiment sa force. Et Sydney, par contre, a un rôle hybride, un petit peu qui touche à tout, débrouillard, puis lui, il va rentrer un petit peu plus dans le code. Fait que l'idée, on était 3, fait qu'on dit comment on est capable de faire un prototype pour que ça marche. Ça, c'était la première chose, qu'on est capable de sortir ça. V1 MVP, minimum de fonctionnalité. Là. Minimum. Puis c'est là que Sydney, on a eu des contacts, puis on a décidé de faire affaire avec une firme externe pour diminuer vraiment les coûts, parce qu'on ne sait même pas ce que ça s'en va. Là. On n'a même pas eu de budget. On a trouvé une firme externe que j'avais eue par mes contacts, que je connaissais, qui fait du sens là, à l'extérieur du Canada. Ils ont commencé à travailler là-dessus avec les consignes que Sydney leur donnait, puis avec un peu quand même de visibilité sur qu'est-ce qu'ils faisaient aussi, là, parce que c'était important. Puis on a développé justement ce premier MVP-là avec cette firme-là. Ça ressemblait à quoi la première version de Teddy? Vous l'avez peut-être eu subi. Subi. La première version de Teddy, il y avait certaines choses qui fonctionnaient bien, mais c'était vraiment, je dirais, très rudimentaire dans l'approche. N'importe quel employé pouvait faire un claim, là, une réclamation, prendre une photo, ces fonctions de base-là qui étaient là. Mais c'était un défi, vraiment. Parce qu'en arrière, ça devait être le bordel. Parce que des fois, en avant, c'est smooth, c'est correct, ça marche. Mais en arrière, c'est comme c'est du monde qui patine. Puis c'est exactement ça. Le défi numéro 1 qu'on a avec, puis il y a beaucoup de startups qui sont intéressés à développer à l'étranger parce qu'il y a une économie de coûts là, qui peut se faire à ce niveau-là. Mais il faut pas on avait quelqu'un à temps plein, Sydney, qui s'occupait de ça. Puis on avait quelque chose de très précis qui était quand même assez simple comme produit. On va se le dire. Mais
ça veut dire qu'on pouvait pas aller nos idées, nos ambitions, on pouvait pas les concrétiser avec cette équipe-là parce que c'était hors de leur portée. Puis la deuxième chose aussi, c'est il faut leur dire exactement quoi faire. Si tu dis, par exemple, il faut mettre un bouton là, à gauche puis à droite, et la personne elle connaît pas le produit, elle l'utilise pas. C'est quelqu'un qui code, là, genre là. Fait que c'est pas des utilisateurs. Fait que ça, pour moi, là, le fit est super important. Tu sais. Je me fais tout le temps approcher des fois aussi par des compagnies, des agences de publicité pour travailler avec, qui veulent travailler avec Teddy. Ouais. Première chose qu'ils disent, est-ce que tu utilises Teddy en ce moment? C'est super important pour nous d'avoir des utilisateurs justement qui sont capables de comprendre la plateforme. Ça a tout le temps fait de la différence chez nous. Quand on utilise le produit qu'on bâtit, c'est night and day. Là. Parce que tu as l'équipe qui se l'approprie, qui sont comme, il y a un bug là. T'sais, ils vont même commencer à identifier des trucs ou des améliorations que des fois le client reconnaît pas lui-même. Exact. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais je comprends le pain point que c'est pas toujours... C'est pas facile quand tu as une équipe à l'étranger qui travaille sur ton projet. Ils sont super talentueux, mais ils n'ont pas cette vision-là, ils sont pas proches du produit. Puis, exact. Puis ça se ressent au final. Fait que ça devait être un pas pire défi pour vous. La seule bon move que j'avais appris à faire avec mon agence dans le passé, quand on avait travaillé du monde à l'étranger, c'était pas pour du développement, c'était il faut que tu ailles, dans ce cas-là, quelqu'un dans le même time zone que toi. Puis souvent, là, on est on va aller en Asie, on va aller en Europe, même à ça, même si l'expertise est là, le time zone, même s'ils vont travailler plus tard, il y a des heures qui sont changées, it's not the same. Puis ça apparaît dans l'urgence de faire des choses. Ouais. Nous autres, on était dans le même fuseau horaire, au moins ça fonctionnait bien. C'est vraiment cool. Puis justement, tu en as parlé un peu, c'est un produit simple, mais reste que, comme les factures, nous, on recevait des virements Interac. Je me doute là, que ça devait être un compte de banque géré par un Sydney qui est en mode qui compile les factures, tac, 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 go, on envoie. C'est exactement ça. Il y avait, je sais pas combien de comptes bancaires que vous aviez pour faire augmenter les limites des virements Interac. C'était... Je ne veux pas dire broche à foin, c'était débrouillard. OK? C'était vraiment une manière débrouillard de le faire. C'est startup. C'est la game. Ça a fonctionné. Exact. Nous, on n'a pas quitté. Là, ça fait quoi, 5 ans qu'on est là? Je suis avec vous? Non. 3 ans. 3. Ouais. On n'a pas quitté, là. Ouais. Puis c'était scrappé au début, mais ça marchait. Exact. Okay. C'est exactement ça. Good for you. Ben, c'est ça qui est la clé d'un produit qui fonctionne au début. Là. Quand tu commences, il faut que ça fonctionne. Tu le make it work, tu le testes, puis ensuite tu le mets. Notre pain point était résolu, puis même si on savait que c'était. En arrière, ça devait être un peu crazy. C'était crazy. Les employés recevaient leur remboursement, puis nous, on recevait notre facture, puis tout était géré. Fait que ça, c'est ce qu'on voulait. Fait que le timeline de la plateforme, ça ressemble à quoi? Il y a eu ce MVP-là plus développé pic de la pandémie. Ouais. Ensuite, il y a Paul Arcand qui a dit des bons mots sur vous en 2022. Boom. Fait qu'on a commencé à bootstrapper. Une chose qu'on a toujours été bon, puis ça, c'est peut-être le background que moi j'ai, puis aussi, tu sais, Jean-François aussi, là, puis même Sydney, tu sais, il travaille avec moi, là, au niveau du marketing. Tu sais, on parle beaucoup de produits, mais comment on est capable de le commercialiser, le produit. Puis souvent, les fails qui au niveau des produits ne sont pas à cause du produit en tant que tel. Le produit peut être incroyable, mais c'est juste que tu ne l'as pas positionné de la bonne manière auprès des bonnes personnes, puis personne n'a parlé. Fait qu'on était vraiment comme le produit chouchou. Pas longtemps après, Paul Arcand, la presse en a parlé. Fait qu'on a commencé à avoir vraiment... Les affaires en parlaient. On était quand même agressifs dans le sens que on s'est mis devant les yeux de toutes ces personnes-là qui étaient influenceurs, qui ont aussi qui était un sujet d'actualité, là, tous les avantages sociaux, la révolution, qu'est-ce qui est en train d'arriver à ce niveau-là. Fait qu'on s'est vraiment positionné comme des subject matter experts, puis des gens qui avaient une vision par rapport à ça. Fait qu'on a eu beaucoup de, je te dirais, publicité gratuite, tu sais, les gens qui parlaient de nous simplement. Mais on était très bons après ça pour la promouvoir, cette publicité-là. Fait que Paul Arcand était vraiment le début de ça. Mais après ça, il y a eu un effet boule de neige avec plein d'autres, puis ça a juste commencé à augmenter. Puis on est arrivé au point technique, on s'est dit, regarde, là, ça va trop vite. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir soutenir ça en mode broche à foin, on fait des virements à mitaine. Non, ça marche pas. Fait que c'est là qu'on a commencé à travailler sur une V2, qui était un hostie de gros chantier qui était long, qui a pris quasiment 1 an. Je suis sûr que vous avez Sydney aujourd'hui devant moi, là, avec vous, les dirait peut-être qu'on l'aurait fait d'une autre manière, avec une autre équipe qui avait plus de proximité, par exemple, au niveau du produit, mais c'était quelque chose qui est important, mais qui a mis des fondements pour tout ce qui s'en vient par la suite. Puis cette V2-là, est-ce qu'elle avait les fonctionnalités différentes de celle... Ça ressemblait à quoi? La logique. La logique. La logique était vraiment... L'expérience de l'utilisateur. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est par rapport à comment sont faits les programmes. Est-ce que les programmes, est-ce que c'est, par exemple, les règles là, que tu as de combien de sous tu vas donner à tes employés? Est-ce que c'est au niveau individuel? Est-ce que c'est au niveau du programme? Ou est-ce que c'est au niveau du plan? Toutes ces réflexions-là, quand tu n'as pas de use case encore, tu essaies de dire, OK, ben
oui, mais ça va nous bloquer dans plus tard si on veut faire ci ou ça. Fait qu'on a essayé de faire quelque chose. V2 fait qu'il a été quelque chose quand même qui était compliqué à faire, mais ça c'est finalement fait. Ça m'a donné un peu plus de flexibilité pour le futur, mais on voit maintenant qu'on s'enligne quelque chose de beaucoup plus concret. C'est tough, ça, des gros revamps comme ça. C'est pas... Des fois, tu fais pas un gros bond par en avant, surtout pas pour les utilisateurs. Fait que c'est surtout pour le futur, là, comme tu parles de fondation. Fait que c'est des fois un gros investissement de temps, d'argent, pour des fois se retrouver quasiment au même point. Mais là, tu es capable de scaler. Là, tu es capable de pousser un peu plus loin. C'est exactement ça. C'est tough mentalement, puis je peux imaginer un Sidney qui avait peut-être les mains dedans, de dire, aïe, on a mis 1 an de travail puis 1 an d'argent dans ce projet-là pour finalement peut-être être au même point qu'on était avec l'autre plateforme qu'on avait. Mais c'est tellement important de le faire. C'est comme bite the bullet maintenant pour que tu puisses scaler puis l'en a un autre niveau, pour mettre de l'intelligence artificielle, pour mettre des nouvelles logiques, changer le modèle d'affaires. D'ailleurs, ça, est-ce que vous avez révisé votre modèle d'affaires ou vous êtes encore avec le même? On est très puriste au niveau du modèle d'affaires. Fait qu'on a un coût, principalement, on a un coût spécial pour les entreprises de 20 employés et moins, là, mais normalement, c'est 5 $ par employé par mois, 4 $, tout dépendamment de la grandeur de l'employé, du nombre d'employés. Puis c'est uniquement comme ça qu'on fonctionne en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir d'autres modèles potentiellement dans le futur? Ce qu'on veut éviter en ce moment, puis peut-être qu'on va changer d'idée dans 2 ans ou peu importe, là, c'est que toute l'industrie des assurances collectives, de tout ce qui est vraiment les avantages classiques, sont basés beaucoup sur des commissions. I fucking hate commissions. OK? J'haïs ça. Ça veut dire que tu utilises quelque chose, moi, je dois avoir quelque chose. Non, c'est pas ça. Nous autres, tu as un prix, utilise-le autant que tu veux. C'est ça l'expérience employée. Tu ne devrais pas te soucier de dire... La pire affaire pour un avantage, c'est quand les gens commencent à se dire mais le monde l'a trop utilisé, ça va me coûter trop cher. Parce que là, ça te donne moins le goût de donner des avantages. Alors que tu devrais dire utilisez-le le plus possible. Je sais que ça ne va jamais coûter plus cher. Tu sais, fait que let's go. C'est ça. C'est un peu ça la logique. Fait que le business model est très identitaire pour nous à ce niveau-là. C'est tellement contre-intuitif des assurances, là. Cette logique-là, on l'avait eu à un certain point. T'es comme, pourquoi qu'on fait pas juste leur donner X nombre de dollars par année, comme avant Teddy, là, s'ils utilisent les assurances, mais ça fait augmenter le prix. Puis en fait, on veut les décourager à un certain point avec le modèle d'affaires d'utiliser les assurances. Mais au contraire, on veut que les employés soient bien, qu'ils aillent se faire masser, qu'ils aillent passer une journée au spa. Mais si tu claimes tout ça dans tes assurances, ben ça te pénalise tout le monde. Tu sais, l'idée un petit peu derrière ça, c'est que quand on parle d'avantages, puis c'est comme je disais au Québec, on a une particularité, on dit genre, as-tu des assurances collectives? Alors, la première chose qu'on devrait dire, c'est quoi vos avantages que vous offrez? L'assurance collective est un des avantages que tu as. Il y en a tellement d'autres que tu peux faire. Vous faites du remote work, ça peut être un avantage. Tu donnes un montant pour que les gens s'équipent à la maison, ça peut être un avantage. De l'argent en formation, c'est un avantage. Fait que nous autres, notre objectif qu'on a un peu avec Teddy dans notre vision, c'est faire l'agrégation de tout ce qui peut être un avantage, puis de rendre ça dans une expérience commune sur un outil, une plateforme qui est capable de tout fédérer ça. C'est un peu ça, l'idée qu'on a, la vision qu'on a. On veut devenir vraiment le benefits engine du futur pour tout ça. C'est très cool. Puis, vous étiez, justement, pendant la pandémie, vous étiez sous le spotlight. Les gens vous trouvaient donc bien novateur. Est-ce que tu observes les compagnies d'assurance qui essaient de répliquer un peu qu'est-ce que vous avez fait avec le côté plus personnalisable des avantages? Écoute, nous autres, on répond à 2 besoins. On répond à, je dirais 3 même, là, mais le premier, c'est les compagnies qui ont pas d'assurance collective ou pas d'avantage, ils veulent en offrir pour la première fois, puis ça leur coûte trop cher, par exemple. On n'est pas prêt à débourser ça. On a fait des demandes, puis ça ne fait pas avec nous autres. Ils peuvent commencer avec Teddy. C'est la meilleure affaire, parce qu'ils ont un contrôle 100%. Après ça, tu as les autres entreprises qui ont, à un moment donné, un certain nombre d'employés. Les gens vont t'en demander pour X raisons. Tu veux avoir une protection, le bouclier, justement, là, en cas quelque chose, shit happens. Tu as au moins ce safe-là, ce net-là. Normalement, à peu près à 20, 30 employés, ça arrive pas mal ces trucs-là. Fait que ça va être très difficile d'enlever l'assurance collective. Fait que là, nous autres, on vient compléter l'expérience avec d'autres gammes d'avantages qui vont être beaucoup plus intéressants pour beaucoup plus de monde en même temps. Fait qu'on peut être utilisé en mode standalone ou en mode complémentaire. Et c'est pour ça qu'au début, peut-être qu'il y a certaines personnes qui comprennent mal Teddy vont le voir comme ça va remplacer ses compétiteurs. Non, on est un complément. Moi, je pense que tout est nécessaire. Les avantages, par exemple, les assurances collectives classiques, ça fait partie de l'équation des avantages. Il y a peut-être des entreprises qui n'en ont peut-être pas de besoin. Il y en a peut-être qui ont besoin de les moduler. Tout ça est possible avec Teddy. T'sais, nous autres, on est flexible dans ce sens-là. Oui. Puis en termes de la personnalisation,
c'est vraiment un mot qui est utilisé là, dans les 2 dernières années. J'ai l'impression en marketing, on parle de personnalisation, mais c'est un peu ça le gros play de Teddy aussi. Là, je trouve la portion personnaliser ce dont tu as besoin. Est-ce que vous avez aussi accordé une attention particulière dans l'expérience utilisateur aussi, de s'assurer que ce soit personnalisé au maximum à ce niveau-là, ou c'est vraiment plus dans le choix des avantages qu'on fixe sur la personnalisation? Vu qu'on a l'update, je vais vous faire une update de qu'est-ce qui s'en vient. Absolument. Ça va un des besoins qu'on a, qu'on s'est rendu compte que la flexibilité est importante, mais la personnalisation l'est encore plus. Le futur des avantages, c'est la personnalisation. Le rôle de l'employeur est une personne qui donne l'opportunité de mettre en place des programmes d'avantages. Donc, vous donnez les sous, vous donnez le contexte, vous donnez la plateforme. Après ça, l'employé peut dessiner le programme qu'il veut à l'intérieur de Teddy. Fait quelque chose qui s'en vient très prochainement dans la personnalisation. On est déjà capable de le faire, mais là, ça va être de le faire beaucoup plus de manière dans une expérience intuitive lors du onboarding. C'est de dire, j'ai 2000 $ qui m'est donné, je l'assigne à différents programmes que je veux. Je veux de l'argent premier REER, tu peux le mettre. Tu peux faire ci. Tu as une famille, tu peux faire ci aussi. Donc, à toutes les années, tu peux pouvoir choisir tes perks un peu, là, choisir ton programme, puis le changer une fois par année ou selon genre ce qu'on peut faire au niveau des règles. Fait que ça, c'est important. Le deuxième élément qui s'en vient aussi, c'est le AI. Mot que vous avez entendu parler dans tous les podcasts, tout le monde fait du AI, blablabla. Nous autres, le AI a toujours fait partie de toute notre back-end, donc dans tout ce qui est la validation des claims, parce que c'est pas une des forces qu'on a, 100%. C'est qu'on a une validation qui se fait de manière automatisée là, dans la grande majorité des claims, mais on amène le AI aussi au niveau de l'utilisateur puis au niveau de l'expérience des employeurs. Fait que très bientôt, on va lancer des programmes qui sont AI-powered, donc tu vas pouvoir prompter aussi de dire, tu parlais tantôt votre stipend que vous donnez là, justement pour les chaises de bureau et compagnie, ben, tu pourrais dire, parfait, des chaises de bureau, mais IKEA seulement en bas de 150 $ qui sont jaunes, puis c'est juste ça que ça va être accepté. Ou genre, non, je veux que des gens aillent juste dans des compagnies qui sont B Corp ou des compagnies qui sont ESG, etc. Donc, tu vas être capable de faire ça encore plus en lien avec la réalité puis les besoins d'entreprise. Fait que les règles des claims puis parce que présentement, quand que de mémoire, là, puis c'est moi qui configure Teddy ces temps-ci, là, mais tu choisis des gros buckets. Donc, tu vas dire, disons, sport. Puis dans sport, tu as... Animaux de compagnie. Non, ça va être un autre. Okay. Un autre bucket, right? Tu vas avoir sport, tu vas avoir animaux de compagnie, puis tu vas avoir des sous-catégories dans ces gros buckets-là, là, genre frais vétérinaires, puis nourriture, puis jouets pour animaux, puis des affaires de même. Là, ce que tu dis, c'est vraiment un prompt qui pourrait éliminer quasiment toutes ces catégories-là puis les faire sur mesure pour l'entreprise. Exactement. Basé sur les valeurs. Puis moi, c'est un gros point. Hein. Comme quand on a rentré Teddy, c'était juste les bureaux. Tu sais, c'est juste l'équipement de bureau. Puis là, d'un coup, t'es comme, mais c'est vrai, il y a plein d'autres catégories. Puis tu choisis, basé sur les valeurs que tu veux promouvoir dans ton entreprise, c'est quoi les behaviors que tu veux voir. Ça, je trouvais ça super cool, de pouvoir guider jusqu'à un certain point, mais aussi ouvrir encore plus où est-ce que ces sous-là peuvent être dépensés pour l'équipe. Puis so far, on n'a eu que du positif, mais si on est capable de le raffiner encore plus avec nos valeurs, avec qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'on veut le mettre. Il faut le mettre en values-driven. Fait que quasiment de dire, genre, que l'AI puisse te dire, voici ma recommandation de comment tu fais un plan ici, puis selon les besoins que tu as dans ton entreprise. Par exemple, tu dis, ma rétention est basse. Les gens ne sont pas motivés. Qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il un plan qui pourrait permettre de mieux répondre à ces trucs-là? Oh, oui, voici le plan qu'on te suggère. Tu peux le modifier, ces genres de trucs-là. Ou donner la possibilité à tes employés de le faire parce qu'ils vont être plus engagés. Fait que c'est là ce que ça en vient. Puis ça, c'est pas quelque chose qui s'en vient dans 10 ans. Là, c'est dans les prochains mois qu'on est en train de travailler là-dessus. Et est-ce que dans ces prompts-là, on pourrait donner toute l'information sur notre équipe, l'information plus que ce soit démographique ou juste... puis se faire bâtir un plan en fonction de ça. Absolument, parce que déjà, ce que nous, on a quand même du data qui est super intéressant, qui est anonymisé. Ce qu'on donne en ce moment, si vous allez dans votre interface Teddy, genre en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir voir qu'on a déjà les catégories les plus populaires, qu'est-ce qui est trending. On va ajouter aussi des Advanced Insights, où est-ce qu'on va avoir des Intention to Stay, on va avoir, par exemple, Happiness Levels, Stress Levels. Pas 42 000 là, KPI, une dizaine, douzaine, mais qui sont très importants. Puis après ça, on est capable de les croiser avec aussi l'activité qui s'est fait dans Teddy. Ça fait que si on voit qu'il y a des animaux de compagnie, nous autres, on est capable de dire s'il y a des gens qui ont des animaux chez vous. On est capable de dire ce qui est parent déjà. On est capable de prévoir des changements de vie en tant que tel. Fait que ça te permet de mieux anticiper des besoins puis mieux faire des programmes. C'est vraiment cool. C'est intéressant, ça. Le plus gros pain point que j'ai tout le temps parlé à Sydney, puis peut-être même à toi aussi, c'était le manque de claims. Donc, nous, c'est une allocation mensuelle. Comment qu'on encourage les gens? Donc,
X nombre de dollars par mois qui est versé dans le compte Teddy. Puis, il y en a qui l'utilisent à chaque mois. Fait qu'ils vont dire, hey, c'est mon abonnement de gym. Puis ça passe, tu sais, comme je le claim à chaque fois que je reçois ma facture de gym. Boum, je fais la claim. Mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pas dans l'équipe. Puis ça, c'était les stats qui me faisaient un peu freak out de dire comme, hey, il y a du monde là, qui sont rendus avec des centaines de dollars, voire peut-être des milliers de dollars dans leur compte Teddy, ils l'utilisent pas. C'est quoi un peu votre angle par rapport à ça? Comment est-ce que vous faites? Parce que moi, je gagne pas beaucoup de valeur à avoir un employé qui l'utilise pas. Un peu comme le plan d'assurance, je veux que les gens l'utilisent. J'ai tout à gagner à ce qu'il aille au gym, qu'il aille se faire masser, qu'il aille relaxer, qu'il joue avec ses animaux, peu importe. Qui améliore un peu, qui réduit son stress au final. Comment est-ce que vous le voyez un peu, cette problématique? Je dis problématique, mais cet enjeu-là que vous avez? Je pense que j'adore ta question parce que c'est un des challenges qu'on a en ce moment. Je dirais que la grande majorité des portefeuilles dans Teddy, dans tous les clients qu'on a, on a à peu près 500 clients déjà dans la plateforme, là, ils sont utilisés à la fin d'année à 97% en grande moyenne. OK. Fait que, mais il y a toujours des gens qui ne vont pas l'utiliser. Moi, j'ai la même affaire avec l'assurance collective dans le passé. Il y a du monde qui l'utilise à fond, puis il y a du monde qui ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Puis ils font des dépenses de leur côté qui auraient pu être assurables, puis ils ne le font pas. Fait que, comment on est capable d'augmenter l'awareness? Fait qu'il y a un défi de produit à ce niveau-là. Pour moi, c'est pas juste des alertes email, mais c'est là qu'on est rendu. C'est un web app qu'on a. Fait que une application pourrait déjà aider au niveau des notifications directement. Tu peux l'utiliser pour ci, pour ça. Ça, c'est quelque chose qui est important. Fait que d'après moi, c'est quelque chose qui peut être adressé à un 50%, au moins par la technologie, par cette meilleure communication-là qu'on est capable d'avoir avec les utilisateurs. Mais le deuxième aussi qui s'en vient, c'est donner une raison pour que les gens reviennent aussi. Puis on est en train de lancer un programme aussi qui va être plus lié avec des rewards aussi. C'est-à-dire que si tu t'envoies par exemple, on a la catégorie animaux de compagnie, justement des grands utilisateurs, ou en tout cas, un des grands bénéficiaires de cette catégorie-là, puis j'espère qu'ils m'entendent aujourd'hui, Mondou, là, c'est des centaines de milliers de dollars à chaque année qui s'envoient à Mondou via Teddy. Fait que, est-ce que Mondou pourrait faire, par exemple, on va donner un petit 5 $ à tous les 100 $ qui sont dépensés dans Teddy directement dans le compte. Ça, c'est le genre de truc-là qu'on veut mettre en place. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient là-dedans pour donner encore plus d'incitatifs, mais aussi des sondages que je parlais tantôt, les niveaux de stress, levels, etc., pour que le monde comprenne. Fait qu'il va y avoir plusieurs dimensions qui vont faire revenir les gens. La portion gamification, puis la portion aussi qui est intéressante avec l'application, c'est avec la donnée dont tu nous parlais, que vous êtes capable d'aller amasser, c'est de personnaliser nos notifications, puis s'assurer qu'on envoie les bonnes notifications aux bonnes personnes au bon moment. Exact. Avec l'application, tu as cette belle opportunité-là. On a prévu aussi dernièrement, puis je pense que c'est déjà dans l'application d'ailleurs, pour les gens qui l'utilisent moins, là, que tu pourras faire capoter, dire ils ont des fonds à la fin de l'année, ils ont 1000$ qu'ils n'ont pas dépensé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que ça fall automatiquement dans un compte réel. Ça fait qu'au moins, je l'ai oublié. Ouais, mais on l'investit pour toi. Donc, en tout cas, au moins, ton argent est disponible pour là, fait que ça va te faire moins d'argent. Ça va te faire, tu vas avoir un retour d'impôt en plus là-dessus. Ah, ça, c'est cool. That's it. Ça peut être ça aussi, tu sais. Fait que, on va vous faire un petit refresh, là, parce qu'il y a pas mal d'affaires nouvelles sur la plateforme. Mais c'est bien parce que même nous, à un certain point, on est en train de. On trouvait des hacks avec Teddy. Puis je me souviens, un des hacks, c'était nos cadeaux d'ancienneté. Fait que, dépendamment, évidemment, on a des cadeaux physiques qu'on donne. Ça, c'est une chose, mais des fois aussi, on tombe des fois en crédit voyage, des choses comme ça. C'est moi dans un mois, d'ailleurs. Oubliez-moi. Oh, pelay! OK. C'est fou, ça. C'est après combien d'années? 5 ans. 5 ans? 5 ans, c'est une belle longévité à la compagnie, ça. Oui, je mérite mon crédit voyage. C'est incroyable. Puis là, ce crédit voyage-là, ben là, au lieu de le gérer, mettons, nous-mêmes, Teddy, let's go. Fait que là, on met des budgets d'ancienneté dans Teddy. Puis ça marche super bien. On a une nouvelle fonction en plus là-dessus. Je sais pas si le Arrête donc. Ouais. Pour chaque année de service, tu as un reward différent, puis tu peux le faire maintenant automatiquement. C'est vraiment cool. Ouais. C'est là un peu, je trouve que ça rejoint votre vision d'être le point central pour les avantages, puis ça en fait partie. Pour simplifier la vie de l'employé qui va l'utiliser, mais il y a le gros facteur, puis nous, c'est ça qui nous a attirés vers un Teddy. Comment est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut simplifier notre vie? Puis ça, c'est un élément aussi qui est clé à votre produit. C'est comment est-ce qu'on fait que les gens l'utilisent, comment ils ont des meilleurs perks, comment ils sont engagés, mais comment est-ce qu'on continue à simplifier la vie des employeurs, qu'eux doivent gérer ça, gérer des dizaines d'employés, des centaines d'employés, qu'eux font chacun leur claim, chacun leurs petits besoins à droite à gauche, puis simplifier ça, puis rendre ça quasiment le plus streamline possible, que quasiment que l'argent sort du compte de banque de l'entreprise. Exact. That's it.
Mais vous êtes des très bons utilisateurs parce que vous comprenez où ce qu'on veut s'en aller. C'est ça que je trouve cool. Des beaux use cases pour avoir votre feedback. En tout cas, la plupart des features qu'on fait beaucoup là-dedans, nous autres, on parle avec beaucoup de clients. Là, on fait des démos puis ils disent ça serait cool d'avoir ça. Quand on l'attend 3-4 fois, là, ça se fait. Bien, c'était une de mes questions, justement. À quel point, parce que je me doute que vous êtes beaucoup en mode recherche utilisateur, parler à l'utilisateur, mais à quel point vous itérez sur ce feedback-là? Est-ce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui va sortir, je ne sais pas, aux 3 mois en fonction des demandes utilisateurs? À peu près aux 3 mois. Je dirais que, oui. Puis, mais il faut, on trace quand même une ligne. Ouais. Parce que le design by feedback, là, j'adore ça parce que ça te permet d'avoir vraiment des DQ qui sont intéressants. Mm-hmm. Mais nous aussi, je pense qu'on a une vision là, qui est complètement qui s'en va à quelque part parce que si on y va des fois trop en design by feedback, là, ça prend pas beaucoup de temps qu'on devient comme une compagnie d'assurance. Ouais, mais ça serait cool d'avoir ça. Ça serait cool d'intégrer la compagnie d'assurance. Non. Puis à un moment donné, on se dit, ça, je parlais beaucoup aussi, là, dans une application, dans une technologie, n'importe quoi. L'important aussi, c'est quoi ton identité? Je parle pas du marketing, c'est quoi qu'on est, c'est quoi ton core value, c'est quoi ton belief. Nous autres, on croit qu'on est la chose pour les avantages dans une compagnie. On est l'agrégateur. On va tout prendre ces genres de trucs-là. Fait que si ça fait partie de cette vision-là, on va le travailler. Ouais. Mais des fois, il va y avoir une demande même de 3-4 clients qui fait « Non, ça ne fait pas de sens pour nous. » Ce serait quoi? As-tu un exemple? Écoute, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui voudrait dire, là, est-ce que vous pouvez offrir de l'assurance directement, genre par exemple, nous autres, on n'est pas une compagnie d'assurance, faire une compagnie d'assurance, on pourrait rentrer là-dedans. Genre rentrer l'assurance automobile dans Teddy. Ouais, ben on peut. Ça, mais on a notre twist pour ça, pour rentrer bientôt des produits d'assurance, c'est au niveau volontaire. C'est ça qu'on va faire. Fait que dans ton allocation, tu vas dire, hey, puis by the way, tu peux souscrire personnellement une assurance vie, une assurance ci, une assurance ça. Si tu veux le faire avec ton argent de Teddy, tu peux le faire, c'est intégré là-dedans. Mais ça fait donc, par exemple, le choix qui est important pour nous. La flexibilité qu'on est en train de donner. Jamais on va faire quelque chose qui va rendre Teddy plus rigide, à quelque part. T'sais, si quelqu'un nous demande de faire une... Ouais, puis tu bloques ici ou ça. Non, c'est pas nous autres. Ça, c'est... Puis faites-vous l'inverse. Est-ce que vous avez, disons, des features que vous êtes sur le point, que vous êtes convaincus, là, vous êtes les 3 boys autour de la table, puis comme ça, c'est le meilleur feature du monde. Est-ce que vous prenez même le step back de parler à vos clients puis dire voici le prochain feature qu'on aimerait designer, puis valider que ce feature-là va créer de la valeur? Est-ce que vous le faites un peu, cette approche-là? On le fait quand il y a un niveau d'incertitude. Quand on a une certitude, je te dirais les 3, on se fait quand même assez confiance et on le lance. Non, on n'est pas pire. On n'est pas pire pour de vrai. Je pense qu'on a un alignement qui est très similaire. On l'exprime de manière différente. Si tu parles à quelqu'un de tech, il va le voir complètement différent que quelqu'un de marketing et ainsi de suite. Ouais. Mais on se rejoint quand même à ce niveau-là. C'est pour ça que ce qu'on a créé aussi pour nous aider beaucoup à travailler sur le core. Qu'est-ce qui est important? Les transactions. Ça, c'est les demandes clients. Des fois, qui sont importantes. Des clients qui vont te demander, par exemple, hey, ça serait tellement fun que Teddy parle à mon logiciel de comptabilité, man, pour pas envoyer des rapports, faire ça à la mitaine. Ça, c'est un des défis qu'on sait qui sont importants. C'est du feedback client, puis c'est évident qu'il faut qu'on le fasse, OK? Ça, c'est important qu'on puisse le faire. Fait que ça fait partie du core. Fait que dans notre équipe, genre, on est 5, là, mais notre équipe dev, puis c'est comme ça qu'on va la diviser en ce moment pour les embauches qui s'en viennent, parce qu'on est en train de compléter notre ronde de financement avec beaucoup de succès en ce moment. On a une équipe qui est vraiment core, qu'on appelle produit, puis une autre équipe qui s'appelle Lab. En ce moment, c'est chacune des personnes. Lab, là, c'est on a un de nous autres une idée rapide, on dit hey, on agence, on peut-tu faire un prototype, on peut-tu le vibe coder rapidement, de voir de quoi ça a l'air. OK, ça a l'air de ça, c'est malade. Paf, on part en production peut-être un peu plus loin, puis ça va rentrer dans le core. Fait que le laboratoire est vraiment ça, c'est cool. Aucune limite. C'est vraiment cool cet angle-là, puisque ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans les produits. Des fois, tu vas avoir ta ligne directrice. En fait, t'as comme 2 aspects qui sont vraiment, disons, qui peuvent nuire à l'innovation d'une compagnie. T'as les bugs. Fait que là, disons, si t'as un produit logiciel qui est sur le market, ben là, tout d'un coup, tu as des demandes de genre, hey, là, je sais pas quoi, là, j'essaie de me login, ça marche pas. Les bugs ici à droite. T'en as tout le temps des bugs. C'est sûr que vous en avez encore sur Teddy, garanti. À quel point tu mets de l'importance à ça? Est-ce que tu arrêtes tout pour régler les bugs? Des fois, c'est non. Mais si t'es capable d'avoir une équipe séparée ou une personne qui va faire des bugs, ben après ça te libère ton core feature. Puis là, tes core features, c'est vraiment nice, mais tes core features, c'est aligné avec ta vision 100%, mais tu touches plus à l'innovation. Fait que là, c'est là un peu que tu vas avoir un peu ces 3 piliers-là de comment est-ce que tu maintiens ton produit logiciel, comment est-ce que tu le fais évoluer avec, mettons, tes features, ta roadmap très claire qui est alignée avec ta vision, puis comment est-ce que tu te permets aussi de faire de l'innovation. Puis ça, c'est vraiment cool à vous entendre que vous avez un peu ce lab-là, qui est rare à entendre pour des compagnies surtout aussi
petite ou en expansion comme vous, de se dire, hey, vous permettez de tester des affaires hyper rapidement, de vibe coder pour valider des nouvelles idées qui pourraient éventuellement rentrer dans le roadmap. Puis je te dirais que... c'est cool, ça. Merci, parce que je te dirais que le point numéro 1 qui a fait en sorte qu'on est capable de faire ce lab-là aujourd'hui, c'est Sydney qui est derrière ça, naturellement, mais Sydney nous a vraiment très bien introduit au vibe coding. T'sais? Fait que quand tu as le gars des ventes qui s'appelle Jean-François, on dit tout le temps genre Jean-François, le gars technique, là, pour niaiser un petit peu, mais il est super bon pour de vrai. Il est capable de vibe coder puis il se débrouille très bien. Puis ça fait quelque chose de nice au niveau des prototypes. Wow, ça ouvre énormément de possibilités pour nous. Fait que ça, là, juste être capable de l'exprimer, des fois, avant, je prototypais, des fois, là, avec des logiciels de prototypes, c'est plus facile pour moi de le vibe coder maintenant que de le faire en designer un prototype. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. J'ai un de nos devs de prototyper, ça serait quoi? Je vais prototyper l'application iPhone puis Android pour t'aider voir de quoi ça a l'air. OK, cool. Voir comment ça marche. Puis quand vous allez avoir fini avec le vibe coding, il y a ThirdBridge après ça qui va vous aider. C'est garanti. C'est ça. Mais oui, puis c'est souvent ça la chaîne. Après ça, là, tu vibe code, tu valides. Ouais. Après ça, ThirdBridge. Mais ça m'a permis une chose, là, depuis que je vais pas dire depuis que je vibe code. Je vais dire depuis que le vibe coding. Ça va être ça le titre de l'épisode, depuis que je vibe code. Depuis que je vibe code, j'ai vu les limites aussi. Dès qu'on sort avec des connexions, nous autres, on a des transactions qui se font au niveau du compte bancaire. Non. Puis là, ça te prend quelqu'un qui. C'est super cool pour commencer, pour donner une idée. Mais pour nous, ça a été révolutionnaire au niveau du prototypage. Est-ce que vous prenez ces prototypes-là puis vous allez valider auprès de certains utilisateurs dans certains cas ou pas nécessairement? C'est plus entre vous de c'est nice ou c'est moins nice? Des fois, oui, mais on est quand même. Je te dirais qu'on est très unorthodoxe dans ces affaires-là. Souvent, ils disent il faut que tu fasses de la validation des études, n'importe quoi. J'étais là-dedans, dans mon ancienne vie, de faire ça. Puis j'ai vu des projets qui prenaient genre, tout le monde doit se donner son opinion, ça prend genre 1 an, 2 ans, puis à un moment donné, c'est off là, parce qu'il y a un autre produit, un compétiteur qui a sorti quelque chose. Ouais. Nous autres, on s'est dit, on garoche des affaires, on les lance, le feedback, on l'a des clients. Je l'ai aussi, même, c'est même pas besoin des utilisateurs. Des fois, c'est juste dans une démo, je dis, hey, puis by the way, on a cette feature-là. Puis s'ils font genre, trop malade, je vais embarquer tout de suite. On sait que c'est bon, fait que là, on ramp up pour la le développer. Ouais. Take it till you make it, j'adore ça. Ouais. C'est crappy. 100%, mais ça va un peu des fois à l'encontre de qu'est-ce que nous on dit de genre, OK, on fait le strict minimum, on s'assure d'aller valider les idées avant de... On est un orthodoxe dans ces affaires-là. C'est ça, tu sais. Et où la balance entre en livrer le plus possible puis s'assurer que ça... On va le tester puis on verra si ça fonctionne ou non. Puis vous êtes dans une belle position de pouvoir le faire versus... prendre son temps, ne pas mettre des sous dans le vide. Puis... Je suis sûr qu'il y a un juste milieu, Pablo. Le juste milieu, je te dirais, sais-tu pourquoi on l'a, c'est que nous, les 3 cofondateurs, on fait des démos. C'est ça. That's the game. OK? Fait que nous autres, là, of course, moi, j'étais juste en mode gestion ou peu importe, puis j'avais des gens qui travaillaient là-dessus puis disaient, il faut faire cette feature-là, puis je suis pas trop convaincu, parce que j'ai parlé à personne de mes clients, j'irais tout de suite la tester. Donc, si t'as pas cette proximité, je dis pas qu'il faut l'avoir. Nous autres, moi, on fait tous des co-founder-led demos. Fait que moi, j'en fais des démos. Je parle avec du monde à Saskatchewan. JF, il parle du monde à Québec, à Trois-Rivières. Sid va parler du monde à Vancouver. On fait une rotation. Puis on a le feedback déjà des clients avec qui on parle, même avant qu'ils soient utilisateurs. Ça, c'est important pour nous. Fait que, tu sais, on a une très grande proximité sur les feedbacks du marché et des clients en temps réel à cause de ça. Il y a beaucoup de cofondateurs ou des équipes de direction qui ne veulent pas faire ça parce que ça leur prend du temps et ça les fait chier de faire des démos puis parler avec un client qui va donner 100$ par mois. Pourquoi? Pour nous, on en apprend énormément. Ça nous a permis de beaucoup être plus pertinent dans les features qu'on a. Quand on entendait souvent, connectez-vous ça à tel logiciel, connectez-vous ça. Quand ça fait 10 fois que Jeff l'a entendu, j'en ai entendu 20 fois, puis il s'est entendu 15, it's done. C'est ça notre étude. Oui, exact. Fait que ça revient de l'autre bord, ultimement. C'est juste une autre façon d'aller chercher le feedback. Vous l'avez en amont par le pouls des clients. Les premières discussions. Mais ultimement, c'est pas dans une salle, les 3, que vous sortez jamais la tête du trou. Puis vous dites, je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Ouais. Ça marcherait pas. Là. Exact. Mais on a le feedback. En fait, on le fait de manière organique. Organique, exact. Vous avez juste le doigt tout le temps sur le pouls. Exact. Ça fait la différence. J'ai fait 3 démos aujourd'hui. JF en a en faire 6. Là. Fait puis ça, c'est important aussi, c'est qu'on a des entreprises de toutes les tailles sur Teddy, puis aussi de toutes les industries. Ouais. Fait que ça nous donne quand même une idée. Puis des fois, on parle à des CEO, des fois, on parle à des gens RH, des gens de finance, des office managers, il y a de tout. Fait que tout le monde a des besoins différents. Puis en parlant avec ces entreprises-là, justement, pendant là, chercher le feedback directement,
Qu'est-ce que tu remarques puis qu'est-ce que tu vois de l'avenir des avantages sociaux? Comment ça a changé quand tu as commencé à avoir ces discussions-là versus aujourd'hui? C'est quoi le switch qui s'est fait? Je sens que partout au Canada, puis il y a une grande pression au niveau des coûts en ce moment. Ça, c'est un des pains qu'il y a beaucoup. C'est la situation que moi j'ai eue il y a quelques années qui a fait qui a créé Teddy un peu, là. L'idée, en tout cas, l'idée première. Ça me coûte tellement cher, puis je donnerais. Y a-t-il un moyen de faire quelque chose d'autre, là? Beaucoup de personnes non, en ce moment. Puis d'ailleurs, la presse avait sorti un article il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine qui parlait genre que c'est rendu prohibitif dans beaucoup d'entreprises des payer des coûts d'assurance collective. Puis le problème, ce n'est pas l'assurance collective, c'est un peu comment les régimes de médicaments sont faits, etc. Fait que c'est pas pareil pour tout le monde. Peu importe comment c'est fait, ça coûte trop cher pour beaucoup d'entreprises. En fait, pas trop cher, il y a des gens qui sont plus capables de se le payer, mais qui veulent quand même care pour leur monde. Et tu ne veux pas enlever quoi que ce soit aux gens non plus. Puis après ça, nous autres, ce qu'on donne, beaucoup des possibilités, c'est des entreprises qui sont des fois un petit peu grises, de dire, tu peux être aussi cool potentiellement qu'un Google. T'sais? Je ne dis pas que tu vas avoir les mêmes programmes ou quoi que ce soit, mais tu es capable de donner des affaires qui vont être vraiment nice. Tu veux remercier à des années de service avec un voyage, tu peux le faire dans ta vie maintenant. Tu peux te donner cette histoire-là, puis ça va être legit. Tu veux récompenser les gens qui ont des animaux de compagnie, tu leur donner une allocation pour aller chez le vet s'ils ont besoin, là, comme une mode d'assurance. Absolument, tu peux le faire. Fait que ça change le story. Fait que ces entreprises-là sont vraiment fières d'être capables de compétitionner, peut-être avec une entreprise qui est plus grande, plus cool, mais qui a des avantages qui sont beaucoup plus traditionnels. Et ça, c'est une trend qu'on voit. Flexibilité, personnalisation, puis coût. C'est très cool. C'est crazy. Ça change. Puis c'est... je me demande si à un certain point, je pense aux catégories de l'assurance collective qui sont plus bien-être que je veux que les gens utilisent. Évidemment, en médicaments, il y en a qui en ont besoin. Oui, of course. Ça, c'est une chose. Mais je pense à des massothérapie, physiothérapie, des choses comme ça. Chez Google, les gens l'utilisent toutes chez nous. Est-ce que c'est des catégories qui vont se retirer tranquillement des plans d'assurance collective puis qui vont être remplacés par des programmes comme des Teddy? Au Canada anglais, la structure est différente. Au Canada anglais, ils ont ce qu'on appelle des health spending accounts qui sont non taxables. Pour les puis tout rentre là-dedans. Fait que pour eux, c'est tout normalement le rule of thumb qu'ils font, c'est tout ce qui a un cap. Genre, tu as $500 de ci, $500, ils mettent ça dans ta vie, ils font un gros montant, puis tu utilises de la manière que tu veux. On essaie de trouver des moyens de le faire mieux ici, mais ce qu'on Parce qu'ici, c'est réglementé? C'est différent à cause qu'il y a de la RAMQ ici, puis il y a d'autres affaires, etc. On est en train de rendre l'expérience beaucoup plus personnelle. Ce qu'on voit, là, tu sais, que tu nous parlais de c'est quoi l'avenir qu'on voit, on veut déconstruire tout ce qui est un avantage, puis que la personne ait le contrôle de décider comment elle veut monter son expérience. Ouais. Encore une fois, toi, tu deviens le sponsor en tant qu'entreprise, de dire, moi, je vous donne les sous, dépensez-les de la manière que vous voulez, ou peut-être tu peux influencer certains comportements, te dire, ouais, mais vous devez mettre minimum ça là-dedans parce que c'est important pour nous. Fait que ça, on a les deux côtés qui vont être importants. Est-ce que aussi l'employeur est le seul sponsor? Est-ce qu'il peut y avoir une compagnie avec qui tu travailles qui veut remercier des gens, par exemple, qui travaillent dans un projet avec vous autres, puis vous faites une bonne job, puis pour inviter tout le monde au resto, ils disent, hey guys, je vous donne un petit reward directement dans Teddy. Donc, les sponsors peuvent être multiples. On pourrait offrir des budgets à nos clients pour récompenser des employés avec lesquels ils travaillent quand ils sont fiers de leur travail. Arrête donc. À travers Teddy. Ça serait fou. Ça serait fou. Genre. Fait que tout ça s'en vient. Fait que c'est ça qu'on est là-dedans. Stay tuned. Exact. C'est très excitant. Puis c'est vraiment impressionnant de voir le journey aussi. Puis un des aspects qui m'impressionne beaucoup de Teddy, c'est votre stickiness, là. On en a parlé des fois, on était comme, est-ce qu'on voudrait remplacer Teddy avec un autre avantage? Est-ce qu'on voudrait faire d'autres choses? Les gens sont comme, touche pas à mon Teddy. Ouais, touche pas simple. mon Teddy. Puis je pense qu'il y a une association qui est très personnalisée pour chaque personne, mais associe Teddy à X dans leur vie. Teddy, ma bouffe de chien. Exact. Teddy, mon abonnement de gym, mon compte Netflix. Peu importe c'est quoi, les gens associent Teddy à quelque chose de très tangible dans leur vie personnelle. C'est mémorable. Ça, c'est comme de leur enlever un bras. Là. Ils sont comme, baisse mon salaire avant de m'enlever mon Teddy. Puis j'exagère, mais en même temps, c'est cette émotion-là que vous avez réussi à créer avec votre produit, c'est vraiment intense. Puis ça rend le produit très, très sticky. Puis ça, c'est une recette gagnante pour vous. J'adore ce que tu dis parce que souvent, dans le domaine des avantages, c'était une commodité. T'en offres-tu des avantages? Oui, l'autre aussi en offre. Maintenant, c'est devenu une identité pour vous. T'sais, ça fait partie de ce qui vous êtes. Puis c'est ça qu'on veut influencer. C'est cette culture-là. Comment on est capable de la faire
une culture d'entreprise, c'est pas juste des keywords là, qu'on met dans un mur. Là. Comment que ça s'active? Tu as une moyen de l'activer, là, du concret là-dedans. Puis c'est une des belles visions qu'on a, en tout cas. Oui, c'est excitant. Puis on a parlé de comment l'application allait évoluer. En fait, la web app, mais potentiellement même l'application mobile. Mais quelles sont vos ambitions à long terme pour Teddy à part de ça? Bien, là, on est en... Bon, spoiler alert, parce que là, il y a plein d'affaires qui arrivent. On est en ronde de financement. On a déjà fait closer, nous autres, il y a l'année passée, au début de l'année passée, un pre-seed round avec un investisseur privé. Puis là, on est rendu où ce qu'on veut aller accélérer vraiment notre croissance partout au Canada, puis rentrer aux États-Unis, et pas juste aux États-Unis, dans d'autres marchés aussi. Ce qu'on est en train de faire, il y a certaines particularités par les marchés au niveau fiscal, mais je veux dire, ça s'applique dans n'importe quelle entreprise qui veut avoir une culture cool, puis veut faciliter tout ça. On va être capable de l'offrir partout dans le monde. Fait qu'on est en train de closer notre ronde d'investissement. Et spoiler alert, nous autres, on a réussi à avoir notre lead investor. On a un LOI en ce moment. Fait qu'on est en train de closer notre ronde maintenant, en ce moment, avec les autres follow investors. Puis on a déjà une belle tralée alignée. Fait que s'il y en a qui nous entendent, c'est le temps. Contactez-moi si vous voulez en jaser, c'est le temps. Exactement. Exact. Très cool. Félicitations, c'est malade. Merci. Fait que c'est excitant. On approche déjà de la fin, puis là, on a fait un autre podcast juste avant celui-ci, puis j'avais le même problème, puis là, j'ai encore le même problème. Fait que je m'excuse aux auditeurs d'avoir eu 2 fois back-à-back le même problème, mais on a toujours le segment dans le chapeau où est-ce qu'on pige une question. Vas-y. Puis là, j'ai pas de chapeau. Fait que je les ai pas avec moi. Fait qu'on va juste... Un jour, il y aura un chapeau. Fait que là, je vais juste te poser la question qu'on pose tout le temps, qui est, quelle est l'application la plus utilisée dans ton téléphone? Puis là, on n'a pas le droit de répondre ChatGPT, pas le droit de répondre Safari, puis Gmail aussi, je l'aime pas, je trouve ça plate. Ouais. Reddit, OK. C'est la première fois qu'on l'a, je pense, Reddit. Ouais. Reddit. Qu'est-ce que tu regardes sur Reddit? Tout. Des affaires de cooking, des affaires de voyage. Right. Ouais. C'est ton go-to. Ouais. C'est-tu comme ton go-to pour faire des recherches? J'utilise... si vous saviez que ChatGPT est propulsé en maudit par Reddit. Ouais. Ben oui. Ils ont, en plus, qu'ils sont devenus une compagnie publique, là, juste après tous ces deals-là. Fait que ça vient beaucoup de là. Je trouve que c'est encore un truc qui est quand même assez humain pour te donner des recommandations, mais ça devient de plus en plus bot en ce moment aussi. Mais moi, j'aime beaucoup la qualité. Il n'y a pas de ad. Oui, les ads sont tellement... Il y en a, mais ils sont intégrés dans le feed, ça ne te pop pas, il n'y a rien, c'est super tranquille. Puis c'est un média qui presque pas d'image textuelle, tu lis des histoires, puis j'adore. Cool. D'ailleurs, il y a un channel vraiment très cool. Ça, c'est mon côté plus fun shit, télé-réalité style. Il y a, je pense, dans le feed Québec, c'est « J'aimerais en savoir plus sur ». OK? Ça, toutes les semaines, c'est du monde qui va mettre des noms des personnes, puis il y a tout le temps du tea vraiment weird là, qui va dire j'aimerais en savoir plus sur tel acteur. Puis là, j'ai travaillé avec lui, il est vraiment chiant, ici ou ça. Allez checker ça, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Tu peux scroller, là, doom scroller comme il faut là-dessus. Ça me semble tellement intéressant. C'est vraiment cool. C'est sûr, j'adorais. Mais tu as aussi des affaires d'entrepreneurship, je fais des ads là, sur LinkedIn, c'est ça qu'on fait. Là, dire, hey, le coût d'acquisition a vraiment augmenté. Est-ce que vous avez eu la même affaire? Oui, on l'a eu. OK, cool. C'est communauté. Pour de vrai, c'est nice. C'est nice. Excellente réponse. Ouais, merci. Mais merci beaucoup, Pablo. Est-ce qu'on te suit toi, on suit Teddy? Suivez Teddy, suivez-moi, peu importe. On te suit toi, on suit Teddy? Yes. Sur LinkedIn? Sur LinkedIn. Moi, je ne fais qu'un channel, c'est LinkedIn. Je suis vraiment boring pour ça. Ben, c'est la meilleure plateforme en même temps. Pour nous, oui. On parle de LinkedIn à chaque épisode de l'update. Ouais. Passion LinkedIn. Exact. Suivez-nous. Merci beaucoup, Pablo. Merci à vous autres. C'était vraiment cool.